Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 2 août 2020 à la une de l'actualité. Au Bénin, 51,19%. C'est le taux de réussite sur le plan national de l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2020. Le département du Mono vient en tête du classement avec 64,12%. La délibération a été faite ce dimanche matin par le directeur des examens et concours. On en parle dans un instant. On parlera également de la fin des travaux de l'évaluation de l'organisation des élections communales et municipales de mai dernier. C'est une initiative de la Commission électorale nationale autonome. Les assises ont duré 3 jours dans la ville de Parakou. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la célébration toute particulière du 60e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale dans la ville de Porto Novo. Pas grand-chose au menu, juste le dépôt de gerbes au monument aux morts par le préfet et le maire. Le respect des gestes barrières oblige. Et parlant justement de la célébration de la fête nationale depuis 60 ans, donc les régimes successifs ont travaillé pour le développement du Bénin et le bien-être du peuple béninois sur le plan donc de la lutte contre la corruption. Quelles sont les actions qui ont été menées, les résultats obtenus et quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui, 60 ans après? C'est le premier dossier du grand format de ce dimanche avec Martin Assogba. Il est le président de l'ONG Alcrer. Le magazine du grand format de ce dimanche met en lumière une situation déplorable. Il s'agit du travail des enfants sur un site de concassage de pierre. Nous sommes à Tankossi, c'est un village de la commune de Glazoué dans le département des Collines. La situation due et personne pour y mettre fin, pour sauver l'avenir des enfants. Dans le magazine et le complément d'information, vous aurez toutes les précisions avec Imet Hélène Amoussou. Elle est la correspondante de Canal 3 Bénin dans le département du Zou et des Collines. Dans la partie décryptage de l'actualité nationale, le grand format reçoit le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Louis Tossavi nous donnera sa position sur un certain nombre de sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine. Il est l'invité média du grand format de ce dimanche. Mesdames et messieurs, nous sommes chez vous avec le grand format. Merci de toujours prendre le plaisir pour nous suivre. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. Le grand format, eh bien, c'est parti. D'abord, le premier acte du grand format qu'on démarre avec cette information qui nous vient du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Les candidats au BEPC session de juillet 2020 seront bientôt fixés sur leur sort. C'est ce que nous révèle le directeur des examens et concours. Sur le plan national, on note un taux de réussite de 51,19%. La proclamation des résultats est prévue pour mardi prochain. Le docteur Roger Koudou Adinou, directeur des examens et concours, nous donne ici les précisions au micro de Ingrid. À l'issue des travaux de délibération nationale, au titre de l'année 2020, les résultats statistiques de l'examen du BEPC session de juillet 2020 se présentent comme suit. Taux de réussite national, 51,19%. Dans l'ordre, viennent les départements ainsi qu'il suit. Département premier, Mono, 64,12%. Deuxième, département du Koufo, 61,67%. Troisième, département du Littoral, 58,48%. Quatrième, département du Zou, 59,93%. Cinquième, département de l'Atlantique, 54,08%. Sixième, département des Collines, 53,05%. Septième, département de la Donga, 49,24%. Huitième, département de l'Atakura, 46,13%. Neuvième, département du Borgou,
45,37%. 10e département de l'Ouémé, 43,02%. 11e département de l'Alibori, 41,86%. 12e département du Plateau, 40,07%, soit un taux de réussite nationale de 51,19%. Il faut dire au terme de cette délibération nationale que la proclamation effective qui consiste en l'affichage des listes des admissibles a lieu le mardi 4 août 2020 dans tous les départements à partir de 8 heures et de façon simultanée sur toute l'étendue du territoire national. Mais d'ores et déjà, chaque candidat peut consulter son résultat à compter de cet instant sur la plateforme que le gouvernement a lourdement investi à réaliser et à mettre à disposition de la nation, la plateforme e-résultats. Et nous laisserons le temps à tous les candidats de pouvoir accéder à leurs résultats, ce qui fait que nous sautons la journée du mercredi 5 août et nous invitons les candidats admissibles le jeudi 6 août 2020 à partir de 7 heures à se retrouver dans les centres pour passer les épreuves orales et sportives. La précision est nécessaire d'indiquer que le jeudi 6 août, seuls les candidats admissibles de série MC, de série scientifique, sont invités à se déplacer vers les centres et les candidats admissibles de la série littéraire ML sont priés de rester à la maison, ce qui permettra de n'accueillir que l'effectif des admissibles de séries scientifiques dans les centres. Ce n'est que le lendemain, vendredi 7 août, que les candidats admissibles de séries littéraires ML sont invités à aller dans les centres passer les épreuves orales et sportives, ce qui nous permettra inversement d'obtenir que les candidats admissibles de série MC restent à la maison et ainsi le flux sera gérable et nous avons toutes les chances dans ces conditions et avec ce dispositif de réussir définitivement à concrétiser la volonté du gouvernement, celle de parvenir à l'organisation complète de l'examen du BEPC session de juillet 2020 sans aucun risque de contamination. Dans l'actualité également, mercredi dernier, c'était la fin de l'atelier d'évaluation de l'organisation des élections communales et municipales organisée par la Commission électorale nationale autonome. L'atelier de 3 jours a été l'occasion pour les différentes parties prenantes de faire des recommandations afin de corriger les imperfections relevées au cours du déroulement du scrutin. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, revient ici sur les points abordés pendant les assises. On va l'écouter. Nous nous sommes aussi intéressés à la question de la distribution des cartes d'électeurs, de la répartition des centres et postes de vote et plusieurs interrogations ont été émises concernant le transfert des électeurs au cours des dernières élections communales. Des explications ont été données, mais la question reste toujours posée, à savoir comment organiser la transparence dans le transfert des électeurs d'un centre de vote à un autre centre de vote. Les points saillants du contentieux électoral ont fait aussi l'objet de nos discussions et d'autres questions ont surgi, d'autres questionnements. Mais voilà ce que j'ai retenu comme l'essentiel de nos débats.
Et le rapport qui sera produit nous permettra de voir l'ensemble des questions sur lesquelles ont porté nos débats. Ces questions que je viens d'évoquer ont naturellement fait l'objet de discussions en groupe et ces travaux de groupe ont abouti à la formation de recommandations. Ces recommandations seront, comme vous pouvez vous en douter, transmises à qui de droit. Retour maintenant sur cette actualité, célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Cette année, nous sommes à la 60e édition et comme l'a voulu le gouvernement, la fête s'est déroulée dans la sobriété absolue à Lokossa, dans le département du Mono. Les manifestations se sont juste limitées au dépôt de gerbes au monument aux morts par le préfet. Explication, Geoffroy Messan. Mot d'ordre gouvernemental suivi ici à Lokossa, principale ville du département du Mono, à l'occasion des manifestations officielles du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pas de défilé militaire et civil, pas d'attroupement de masse, pas de festivités grandeur nature, juste le strict minimum. En présence de quelques membres de la conférence administrative, départementale, CAD Mono et de l'exécutif communal de Lokossa, le préfet a procédé au dépôt de gerbes au monument aux morts à la place de l'Indépendance. « 60 ans dans une vie, ce n'est pas petit, c'est l'âge adulte. C'est la preuve que notre pays connaît une évolution. Nous avons amorcé un développement tel que prôné par le gouvernement de la rupture à la population de Lokossa. Je voudrais revenir sur le contexte dans lequel on se trouve. Il faut que nous participions activement à juguler la crise pandémique qui existe actuellement. Ça va de soi. Ça va pour le bonheur, ça va pour la prospérité de la ville, de la population, afin que nous soyons en paix et en bonne santé. C'est une occasion pour nous également de faire, disons, une analyse des 60 ans que nous avons passés et que nous cherchions vraiment à être indépendants. Nous devons redoubler d'efforts, surtout sur le plan agricole. Nous devons œuvrer pour nous autosuffire. Et le chef de l'État a décidé à révéler notre pays au monde entier. Nous devons être tous concernés. Avec ce qui se fait aujourd'hui, je sais que nous pouvons encore faire mieux. Malgré la sobriété de l'événement, la ville de Lokossa, et plus précisément la place de l'Étoile ou place de l'Indépendance, s'est mise sur son 31. Les drapeaux vert, jaune, rouge flottent partout dans la cité. Certains lieux sont badigeonnés et nettoyés. La ville de Porto Novo est également nettoyée et badigeonnée pour une fin d'indépendance au strict minimum. Porto Novo était aussi dans la sobriété absolue. Il en est de même pour la commune de Semepodji avec le maire Jonas Gbena mettant le point de ces différentes manifestations avec Mahodon. 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Porto Novo, la capitale, a commémoré l'événement dans la plus grande sobriété. En raison de la pandémie du coronavirus, la célébration s'est limitée au dépôt de gerbes au monument aux morts. Un rituel exécuté par le préfet du département de l'Ouémé, Joachim Apiti, et le maire de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, en présence de quelques conseillers municipaux. Le dépôt de gerbes pour nous est un symbole fort de reconnaissance à nos compatriotes qui se sont donnés et qui ont fait couler leur sang pour que nous ayons la liberté que nous avons aujourd'hui. Donc il est important de leur témoigner cette reconnaissance et c'est pour cela que nous sommes venus ce matin pour faire le dépôt de gerbes comme vous l'avez vu.
Comme vous l'avez constaté, tout était sobre avec le respect des mesures barrières. Et c'est pour dire qu'il faut que la population prenne le mal au sérieux. Donc nous saisissons cette occasion encore une fois pour inviter les uns et les autres au respect des mesures barrières. C'est pour notre bien. En temps normal, 60 ans, vous savez, ça devrait se fêter dans la grande liesse. Mais malheureusement, le mal nous a contraints à ce geste symbolique. Non loin de Porto Novo, la commune de Semekodi a aussi célébré l'événement. Ici également, le dépôt de gerbes, suivi d'un message du maire Jonas Benametor, ont constitué l'essentiel de la cérémonie. Ce jour, nous rendons hommage à notre peuple pour avoir vécu 60 ans d'années pacifiques. Ce n'est pas donné à toutes les nations, mais également nous rendons hommage à son Excellence, le président Patrice Talon, pour avoir, ces dernières 5 années, prouvé que nous pouvions faire mieux. Quant à vous, conseillers communaux de Semekodi, nous sommes en début de mandature. Le renouveau aujourd'hui nous donne des leçons. Il faut aller vite dans la construction de notre commune. Il faut aller vite en prenant l'exemple sur le sommet. Vous connaissez tous les circonstances que nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19. Donc, je vous invite à accepter la sobriété de la cérémonie. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la célébration du 61e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Et d'ici là, les citoyens de Porto Novo et de Semekodi espèrent que la Covid-19 ne serait qu'un lointain souvenir. Autre événement majeur d'une fête donc à une autre, la communauté musulmane a célébré vendredi dernier la fête de la Tabaski. La prière matinale de l'Aïd el-Kébir s'est déroulée dans les mosquées qui abritent très souvent les prières des vendredis, une disposition particulière pour respecter les gestes barrières recommandés par le gouvernement. À Boycon et à Abomey, les fidèles musulmans ont sacrifié à cette tradition. Imet Hélène Amonsou. Grande occasion pour renouveler sa foi en Allah et prendre aussi des engagements. L'Aïd el-Kébir a mobilisé les attentions ce vendredi. Dans les différentes villes, les fidèles musulmans, avant toute réjouissance, sont d'abord sacrifiés à la tradition. Ils se sont précipités dans les mosquées pour la grande prière. À Boycon, le lieu de ralliement est la mosquée centrale de Zongo. Masque au point et dans le strict respect des autres gestes barrières à l'intérieur du temple du culte musulman, les fidèles ont invoqué le Tout-Puissant. Dans son sermon, l'imam a invité les uns et les autres à l'obéissance. Égorger le mouton, ça donne signification de soumettre de ce que Dieu vous a demandé de faire. Et c'est pour cela, toujours, il faut adorer Allah Tout-Puissant. Ce que nous égorgeons, ce n'est pas pour manger nous seuls. On nous dit de partager ça, faire ça en trois et de donner le monde à tout le monde. Aux côtés de la communauté musulmane, on pouvait noter la présence du conseil communal et bien d'autres personnalités. Ils sont venus témoigner leur soutien et donner une fois encore la preuve de la fraternité. J'ai tenu à être présent à cette fête de la Tabaski. D'abord pour dire à nos frères de confession musulmane qu'à travers ma modeste personne, c'est toutes les Boyconoises et tous les Boyconois qui fêtent cette fête avec eux et prier pour que la paix qui règne à travers toutes les communautés, à travers toutes les confessions, soit toujours de mise. La tolérance, l'amour et surtout la solidarité. Je pense que ces trois mots déjà résident le bien-être de la société. Je voudrais donc nous rappeler cela et demander que, autant que nous sommes, nous devions pouvoir cultiver l'amour, la solidarité et surtout la tolérance. À Abomey, l'affluence n'a pas été celle des grands jours. En nombre restreint,
Et dans l'observance totale des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, les fidèles ont prié. L'imam de la mosquée centrale d'Abomey, dans son prêche, a rappelé l'importance de la fête avant de poursuivre avec la sensibilisation. Port de cache-nez obligatoire. La distanciation sanitaire est obligatoire. Donc nous avons parlé un peu de tout en ce qui concerne les mesures barrières. Prier dans les mosquées, c'est une victoire pour tous les musulmans du Bénin. Dans la mesure où à côté de nous ici, même au Nigeria, les gens ne sont pas autorisés à aller dans les mosquées. On leur a dit de prier dans leur maison. L'imam a prié pour que ce mal fuit le Bénin. Sinon, de jour en jour, cela s'aggrave. Et nous profitons pour demander aux femmes de nos marchés de porter les cache-nez. La fin de l'acte religieux a été marquée par l'immolation du bélier par le chef musulman. À travers son geste, l'imam a invité les fidèles à faire pareil une fois retournés chez eux. Le top des festivités est ainsi donné. Les réjouissances vont se poursuivre encore quelques jours. Tabaski toujours avec ces images prises par Florent Dou à Lokossa. Les fidèles musulmans ont aussi fêté la Tabaski dans l'observance des gestes barrières. Et comme vous le voyez sur ces images, c'est la mosquée centrale de Zongo qui a accueilli la plupart des fidèles musulmans pour la prière avant le lancement des festivités. Tabaski encore pour mettre fin au point de l'actualité dans le grand format. Nous sommes toujours à Lokossa avec Geoffroy Messa, notre reporter, qui a fait le tour de quelques ménages pour constater la ferveur de la fête en famille. Après donc la prière à la mosquée, les fidèles musulmans se sont réjouis en famille. Reportage. Vendredi 31 juillet 2020, jour de la Tabaski, jour solennel pour la communauté musulmane. Ici à Lokossa, dans le département du Mono, tout est parti de la mosquée où les fidèles musulmans ont jeté les premiers jalons de la fête. Dans les mosquées, toutes les mesures préventives recommandées par le gouvernement en ce temps de crise sanitaire sont mises en œuvre. Il y a un grand changement dans la célébration. D'abord, lors de la célébration de la prière même, la prière a été toujours exécutée sur les lieux appelés Idi. Mais pour cette fois-ci, c'est strictement dans les mosquées où nous célébrons les prières de vendredi que nous avons célébrées. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les musulmans de l'humanité. Et plus précisément, les musulmans de Lokossa et ses entourages. C'est un jour exceptionnel parce que vous avez dit on est parti à la mosquée faire Idi ce matin. Et tout à l'heure, encore à 13h, on vient de sortir encore de la mosquée pour la prière de vendredi. C'est ça l'exception. Vendredi étant déjà un jour qui regorge assez de bénédictions, la fête de Tabaski est tombée sur le même jour. Ça veut dire les prières que les musulmans ont fait aujourd'hui. C'est une prière déjà exaucée par Dieu, le miséricordieux et le tout miséricordieux. Un tour de ville et de quelques maisons, après la prière et la couleur de la fête, se remarque. Les cabris ou béliers, immolés, subissent la loi, des coupes-coupes et autres couteaux avant de passer au feu. Tout se fera ici à la maison, dans le ménage. L'année dernière, les gens venaient beaucoup, mais à cause du coronavirus, les gens ne sont pas venus beaucoup pour cette année. La fête a atteint son pic dans l'après-midi. Partout où l'on passe, on croise des mets variés garnis de viande. Dans leur réjouissance, les fidèles musulmans n'ont pas oublié les voisins, les amis et les nécessiteux. La fête autour des plats a été comme d'habitude pour tous. Pendant la Tabaski, quand il y a beaucoup de monde, quand les gens viennent chez moi, je suis contente. Comme je sais les gens dedans, pareil, je fais aussi pour ceux qui sont à côté, au voisinage, même à la boutique là où je vends. Je fais la nourriture, je les envoie ça là-bas. Quand vous fêtez, que vous voyez les gens derrière vous, vous êtes tellement content, joyeux et on n'arrive même pas à exprimer tous ces mots qu'on ressent. Dans l'ensemble, les fidèles musulmans de Lokossa ont su se réjouir en dépit des contraintes engendrées par la pandémie du coronavirus. La fête de la Tabaski a aussi été l'occasion pour quelques-uns d'entre eux de témoigner leur gratitude aux autorités. Tout le monde est en joie, c'est un jour de travail, c'est un jour de partage,
c'est un jour de pardon, c'est un jour de paix. Il faut pardonner, il faut qu'on se pardonne. Et ensemble, nous allons rester pour soulever notre pays. Comme tout musulman soucieux du développement de son pays, nous avons demandé que Dieu bénisse notre cher pays que le Bénin, qu'il bénisse nos dirigeants comme l'a recommandé l'islam. La Tabaski 2020 s'est déroulée dans une ambiance de gaieté et de convivialité. Les attroupements de masse ont été évités. Toutefois, les musulmans rencontrés ont émis le souhait de fêter l'année prochaine dans un contexte sanitaire plus détendu. Fin de la première partie de ce grand rendez-vous d'information. C'est le moment d'ouvrir le plateau aux invités. Martin Viutou Asogba est le président de l'ONG Alcré. Avec lui, on parlera de l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin depuis 60 ans. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été changé et quelle a été la contribution des acteurs de la société civile à la lutte. On parlera de tout ça juste après cette première escale qui nous permet de suivre le ZAP 3 réalisé par Ouhab Alikbara. Grand jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu Tombola du 15 février au 31 août 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. On est équipé. Es-tu équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de micro-ondes informatiques du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégées, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. À l'image de ces enfants errant dans certains feux tricolores à Cotonou, ils sont nombreux à mendier au niveau des carrefours stratégiques des grandes villes du Bénin à longueur de journée. Une pratique qui se perpétue de jour en jour et qui n'est pas sans répercussion sur le développement de la cité. Il faudrait que nos gouvernants, les décideurs par rapport à ces cas-là puissent penser effectivement à ces enfants et qu'on ne les laisse plus pavaner comme ça dans les rues. Des constats justifiés faits par ces usagers. Cette route dont la construction est lancée depuis est loin de s'achever. Elle constitue la source de plusieurs cas d'accidents dramatiques et qui sont des causes de désagrément. Qui termine la route, l'état de la voie, ce n'est pas bien. Les fonctionnaires en souffrent, la population en général en souffre. S'ils veulent finir, ils n'ont qu'à finir. Que ça date longtemps. Une route ne peut pas faire 5 ans de construction. Cette voie-là traîne. Et à ça, beaucoup d'enfants du CG, la verdure, ont trouvé la mort. Des femmes ont trouvé la mort. Il y a une femme en état qui allait à la consultation et qui a fait accident et qui est décédée sur cette voie-là. La voie nous crée trop de dommages. Nous ne connaissons pas la vraie cause. Est-ce l'entreprise ou bien si c'est l'État, on ne sait pas. C'est devenu une tradition.
Après une élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat mesure les forces et les faiblesses en vue de l'organisation des élections prochaines. L'organisation d'une élection est une opération très complexe, comportant plusieurs défis à la fois d'ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. Les mauvaises langues croient que nous sommes, comme ils le disent, les marionnettes du gouvernement. Nous ne prenons aucun franc du gouvernement, ni auprès de ses ministres, parce que ça ne leur suffit même pas avant de nous donner. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons à cause de Dieu et nous remercions ceux qui nous aident. Mais on n'a pas refusé. Quand le gouvernement dit je vous aide, personne ne rejette le don. Mais s'ils ne donnent pas, nous ne sommes pas des mendiants. On dit d'obéir à ceux-là qui sont démocratiquement élus. Sauf, je dis bien sauf, s'ils nous disent de désobéir à Dieu et obéir à eux, on dit merde. Ça, c'est une réalité. Là, on marchera sur les cadavres pour chercher les vivants. Donc, on doit respecter si nous sommes des vrais musulmans. La fondation Malé Hossou n'est pas pour Malé Hossou. C'est le nom Malé Nessa Hossou. C'est un surnom donné par le roi Gaya depuis 1713. Donc, je remercie en passant notre frère, notre papa, Karim Da Silva, qui a eu le courage de me dire, sinon j'avais une ONG Amour. Et il m'a dit, non, le nom Malé Hossou là, il faut que ça soit une fondation. Et tous les musulmans, en partie, ont adhéré. Et même beaucoup d'imams sont avec nous, beaucoup d'alphas sont avec nous. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de Voitures. Contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques.
Du président Hubert Maga, père de l'indépendance du Bénin, au président Patrice Talon, en passant par les présidents Mathieu Kérékou, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, chacun de ces chefs d'État, en fonction de sa vision, son environnement et sa détermination à jouer sa partition pour lutter contre la corruption et remettre le pays sur les rails du développement. Depuis 60 ans à ce jour, quel état des lieux peut-on faire? Les différents combats donc ont-ils réellement porté leurs fruits? Quelle a été donc la contribution de la société civile à la lutte commune? Autant de questions que nous abordons sur le grand format avec le président de l'ONG Alcrer, Monsieur Martin Vieux-Touassoua. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les téléspectateurs. Et bienvenue sur le plateau du grand format. C'est un plaisir pour moi. Alors, 60 ans d'indépendance déjà, donc au Bénin, quel état des lieux peut-on faire en ce qui concerne la lutte contre la corruption? Je pourrais vous dire, monsieur le journaliste, que beaucoup de chefs d'État avaient eu l'intention, mais ça s'est arrêté sur l'intention. La lutte a véritablement démarré avec le régime de la rupture. Parce que vous savez quoi? Les chefs d'État, à partir du président Mathieu Kérékou, il a mis en place la cellule de la moralisation de la vie publique, dirigée en son temps par une dame de main de fer, Anne Adjaï Sika, qui a fait son travail. Mais il n'y avait pas une structure appropriée pour appréhender ceux qui étaient trempés dans des dossiers. Les dossiers envoyés au niveau des tribunaux sont souvent soldés par le néant. Il y a eu cette affaire de jugement des magistrats qui percevaient les indemnités comme ils voulaient. Où vous avez des gens qui avaient un ordre de mission sur Parakou et qui le fait pendant le même jour 2 fois. Donc, cette lutte-là avait marché en son temps. Et des magistrats ont dû perdre leur poste. J'en connais. Bon, maintenant, nous étions, Alcrer était partenaire avec la cellule de la moralisation de la vie publique. On était la seule ONG à travailler avec la cellule de la moralisation de la vie publique. Et c'est pendant que j'étais avec la cellule de la moralisation de la vie publique que la Banque mondiale avait constaté que vraiment les fonds ne servaient pas pour ce à quoi on les a dédiés. Et c'est en ce temps que le président Kérékou a décidé la mise en place. Il a demandé que toutes les organisations de la société civile qui sont dans les questions de gouvernance se réunissent. Et c'est comme ça qu'est né le FORAC en 1998. Puisque c'est à moi qu'on a demandé au niveau de la cellule de mobiliser les autres. Et nous avions en ce temps le ministre Zossou, Gaston, il y avait eu le ministre Serhueto Lazare, qui était celui qui faisait le contrôle financier chez nous. Il y avait, paix à son âme, monsieur Claude Dalmeda, qui ne vit plus. Après, le président Soglo est arrivé. Le président Soglo avait déjà dit au niveau de la conférence des forces vives qu'il connaissait la liste de ceux qui détournent les fonds publics et qui les envoyaient à l'extérieur et qui va les faire rendre gorge. Mais ça s'est arrêté là. Personne, on a fait rendre gorge à personne. Sous Yaya, on a connu la marche verte. Attendez. On va aller par graduation. Nous sommes spécialistes dans le domaine. Oui, allez-y. Et nous avons mené le combat depuis. Après ça, nous avons fait entre-temps une commission qu'on a appelée en son temps la commission des 70 milliards. Ça n'a jamais abouti. C'était sous le président Kérékou. Ça n'a jamais abouti. Voilà. Maintenant, le président Yahi arrive. Et nous avons commencé par négocier avec lui.
un midi, en plein soleil, il dit qu'il veut faire une marche verte contre la corruption. Et c'était pour moi tout travaux cessant. Parce que nous qui sommes dans la lutte, on ne nous a même pas informé qu'on voulait faire un truc comme ça. C'est mon géomètre qui m'a appelé pour dire, mais président, est-ce que vous avez appris que le président Yahi est en train de faire une marche verte aujourd'hui contre la corruption? Je dis non, je ne suis pas informé. Je vous dis, tout ce que je faisais au bureau, j'ai laissé. Allez, j'ai dit à mon chauffeur, on s'en va. Et on est allé rattraper la marche au niveau du port. Et on a marché avec lui jusqu'à la présidence où il a tenu un grand discours. Et je me dis, vraiment, enfin, notre travail veut commencer. Mais j'ai été déçu. J'ai été déçu. Et je l'ai dit plusieurs fois sur les antennes que si je savais, je n'allais pas participer à cette marche-là. Parce qu'elle n'a rien donné. Elle n'a rien donné. Maintenant, le 6 avril 2016, le président Talon vient. J'ai eu l'honneur d'être invité à son investiture à Porto Novo. Et le jour-là, il a dit que lui, il fera en sorte que les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption doivent, sous son régime, trouver satisfaction dans la lutte qu'elle mène depuis sans résultat. Et je dis, est-ce que le président peut faire ça? Parce que les autres qui ont tenté, les politiciens, les mafieux, les étouffent. Et il y en a même qui peut-être rentrent dans le jeu avec eux et on fait taire tout. Je me suis demandé, est-ce que le président peut arriver à faire ça? Et une semaine après son investiture, Alcré a donné une conférence de presse au CPA, Centre de promotion de l'artisanat, pour dire, président Talon, bonne arrivée. Président Talon, votre initiative est louable, mais il faut que vous tenez dur. Et que nous avons des informations selon lesquelles des gens qui n'ont même pas rendu service, qui n'ont pas presté au niveau de la présidence, et compte tenu du changement, des gens ont envoyé des factures. Et qui n'a qu'à vraiment faire attention de ne pas payer les factures n'importe comment sans avoir fait des enquêtes. Ce qui fut fait. Depuis le temps du président Kérékou, on a tout le temps sollicité, on a tout le temps fait le plaidoyer selon lequel il fallait mettre 3 ou 5 magistrats pour ne s'occuper que des dossiers de corruption. Mais à notre grand enchantement, mais le président Talon a mis en place la criette. La criette que les gens décriaient au début. Mais nous disons que nous soutenons la criette au niveau d'Alcré. Que les gens continuent de décrier, il y en a qui continuent de décrier la criette. Ils n'ont qu'à continuer pas à décrier. S'ils font mal, la criette va les attraper. Oui, parce qu'on a besoin de ça. On ne peut pas être un pays à revenu moyen et que des gens s'amusent avec les deniers publics. Des gens aiment vivre au-dessus de leurs moyens avec la sueur des autres. Mais au fond, le budget qu'on remet à l'État, mis en place par les différents secteurs pour que l'Assemblée nationale puisse faire son travail et qu'on mette à disposition du chef de l'État qui donne la part à chaque secteur ministériel pour faire le travail. Les projets qui viennent, les gens prennent l'argent du projet et en font leur propriété privée. Au nom de quoi? Alors, tout ça, c'est la violation aussi des droits de l'homme.
On note que tous les présidents, chacun en ce qui le concerne, a joué sa partition pour lutter contre la corruption. Qu'est-ce qui ne marche pas souvent pour la mise en œuvre donc des intentions? Oui, c'est parce qu'il y a trop de mafieux. Et il y avait trop de partis politiques micro. Et c'est pour cela que moi, j'ai été heureux quand on a parlé de la réforme du système partisan. Chacun était président de son parti. Et c'est pour cela aussi, d'ailleurs, Monsieur Boukari, c'est pour cela que vous allez constater que les anciens présidents de la République changeaient régulièrement les ministres. Oui. Ah oui. Oui, oui, parce que chacun devait venir prendre sa part pour alimenter les caisses du parti. Donc, on luttait quand toi tu finis, tu fais quelque temps, tu vas t'approvisionner financièrement dans les caisses de l'État, et après, on va faire venir une autre personne. C'est pour cela que les gens ont dit que l'État est devenu comme un gâteau que chacun va couper. Alors, monsieur Martin Assouad, par quels moyens évalue-t-on le niveau donc, de corruption dans un pays? Comment peut-on dire que ce pays est corrompu à tel degré? Mais mais lorsqu'on laisse faire tout le monde et qu'on ne dit rien, qu'il y a l'impunité, mais on vous mettra toujours derrière. Mais lorsque vous mettez en place des structures qui sont dans la lutte et qu'il y a la volonté politique qui accompagne ceux-là qui luttent, et que ceux qui tombent dans les mailles du filet de la corruption, ils subissent les affres des actes posés, mais on voit que ce pays-là, on peut lui faire confiance. Vous savez, il y a plein de projets qui ne sont pas installés, qui ne sont pas venus à terme. Les gens viennent avec les projets. Mais les cadres de l'administration, chargés d'aider ceux-là, de les appuyer à avoir les différentes pièces, mais ils leur disent qu'ils veulent prendre une part dans leur société sans rien verser aux gens. Et ils exigent que les gens leur donnent encore de l'argent d'abord. Et il y en a qui se sont fâchés comme ça, qui sont partis. Alors, quand on prend les 4 ans de gestion du président Patrice Talon, quelle est la position de la courbe aujourd'hui? Mais la courbe est ascendante dans le domaine de la lutte, parce qu'il y a la volonté politique qui accompagne cela. La mise en place de la criette, mais c'est un gros effort. Et je félicite les juges de la criette qui font leur boulot. Vous savez ce que je dis aux gens? Je dis, si vous touchez l'argent, si vous touchez nos sous désormais, n'importe où on vous aurait placé, mais à la criette là-bas, c'est 5, 10, 15, 20 ou perpète, selon ce que vous avez pris. Vous comprenez? Et en plus, ce qui se passe à la criette maintenant, en plus que vous êtes condamné, mais on vous oblige à payer ce que vous avez volé. Ah oui? Et c'est ça qui est bon. Ils prennent nos sous pour aller construire plein de bâtiments dans Cotonou ici dans lesquels personne ne loge. Alors que l'État a besoin d'infrastructures. Mais regardez le cas de Calavi. Oui, on va en parler, mais quelle différence peut-on faire aujourd'hui entre la vraie lutte contre la corruption et ce que les acteurs politiques appellent chasse aux sorcières? Quelle chasse à quelle sorcière? Quelle chasse à quelle sorcière? C'est celui qui casse un verre qui le paye. Il n'y a pas de chasse. C'est-à-dire, les politiciens inventent des choses toujours pour qu'on puisse les laisser tranquilles. Ou bien, ils disent des choses comme ça pour affaiblir celui qui a la volonté politique de lutter contre la corruption pour que l'argent des citoyens reste pour travailler pour les citoyens. Quelle chasse aux sorcières?
Mais écoutez, moi, je suis en train de tutoyer les 70 ans. Mais le président Patrice Talon est venu, il ne m'a jamais invité, ou bien la criette ne m'a jamais invité du fait que j'ai volé. Et mes partenaires techniques et financiers, tout ce qu'ils nous donnent comme sous, nous les avons toujours utilisés comme c'est écrit dans nos programmes. Oui. Donc, c'est ceux qui ont touché aux fonds publics, ceux qui ont géré les fonds publics, on leur demande de venir s'expliquer. Et ils disent après que non, c'est la chasse aux sorcières. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Chacun devrait répondre face aux responsabilités qu'on lui a confiées. Et s'il y a des failles dans sa gestion, il faut qu'il en réponde. Très bien. La lutte, ce n'est pas seulement pour les gouvernants, c'est aussi pour les acteurs de la société civile. Absolument. À votre niveau, quelle a été votre contribution? Pas seulement l'ONG Alcré, l'ensemble donc des ONG. L'ensemble, nous sommes membres du FONAC. Vous avez entendu chaque fois le premier responsable de FONAC qui sortait, qui sort et qui continue pas à sortir. Vous comprenez? Avec des dossiers souvent sans suite. J'ai oublié aussi de vous dire qu'entre-temps, il y avait eu l'Observatoire de lutte contre la corruption. Vous voyez? Et puis, il y a eu aussi la NSC qui est maintenant, qui est en train d'être transformée en Haut Commissariat de prévention contre la corruption. Vous voyez? Or, toutes ces choses-là n'avaient pas donné de suite. Il y a eu cette question de concours frauduleux qui a été aussi une haute mafia où des gens qui ne sont pas partis au concours ont été admis, ou d'autres personnes qui étaient en France ou à l'étranger ont vu leur nom en tant qu'admissible. Ce dossier, le tribunal de Cotonou m'avait invité. Puisque, en son temps, nous faisons partie de ceux qui avaient dénoncé le fait. Donc, la commission, ils ont mis en place une commission à l'arrivée du président Patrice Talon. J'ai été invité. Je suis allé faire une déposition là-bas devant la commission. Après, j'ai été invité encore à la criette pour aller déposer encore là-bas. Vous comprenez? Oui. Donc, aujourd'hui, on ne blague plus avec les fonds publics. La lutte contre la corruption est devenue une réalité. Et c'est ce qu'il nous faut. Alors, depuis 60 ans, ce n'est que maintenant que la lutte est devenue réalité. Je vous dis, sous Patrice Talon. Je vous dis que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Que ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis. Et que si jamais ils pensent qu'ils vont louper et qu'ils vont toucher au fond sans être pris, ils sont en train de se tromper largement. Très bien. 25 ans déjà que l'ONG Alcré a été créée. Quelles sont les grandes actions que vous avez menées dans ce sens? Mais je vous dis, même jusqu'à présent, poser la question, c'est parce que j'étais à Parakou avec la Sénat. Sans quoi je serais passé à mon bureau pour vous ramener des choses. Le ministre des Finances, il nous a écrit pour nous féliciter de comment nous sommes en train de faire le travail avec lui. Parce que désormais, lorsque nous avons des dénonciations, nous étudions la dénonciation, mais nous n'avons pas les moyens d'aller faire les enquêtes. Alors, vous savez ce qu'on fait comme c'est des fonds, c'est des questions de fonds. Nous écrivons à monsieur le ministre des Finances, nous lui envoyons le dossier pour lui demander de bien vouloir faire les enquêtes. Nous envoyons le courrier aussi à la BEF. Nous envoyons le courrier j'ai dit la BEF déjà, Oui, la Brigade économique et financière. Au ministre des Finances, à la BEF. Et pour que notre dossier ne soit pas noyé quelque part, nous faisons copie au chef de l'État.
Alors, pour améliorer sa méthode de lutte contre la corruption, si vous avez des propositions à faire au chef de l'État, qu'est-ce que vous allez le dire? Améliorer tout est déjà parfait. Ce qu'on fait déjà, ce n'est pas mal. La structure, mais vous ne voyez pas qu'à chaque fois, il y a des dossiers que la criette connaît. Hein? Et puis maintenant, vous les journalistes, mais le FONAC et Social Watch, Alcrer, on vient de donner une formation aux journalistes d'investigation dans le cadre de la lutte contre la corruption. Avant, les journalistes écrivaient des choses, mais personne ne prenait ça en compte. Mais aujourd'hui, je pense qu'un journaliste fait bien des enquêtes et a des soupçons de corruption quelque part, elle l'écrit, je vous jure que la criette va tenir compte, la BEF va tenir compte, le ministre des Finances va tenir compte, et on ira fouiller. Vous voyez, la corruption au Bénin, tel un serpent de mer, c'est un document mis en place, écrit par les journalistes. Et nous, on s'en inspire. Parce qu'il y a des informations que nous avons ici, sur Abomey-Calavi, sur les gares routières, dans les centres de santé. Mais écoutez, nous-mêmes là, nous venons de sortir ce document. Projet de renforcement des organisations de la société civile pour la détection et la dénonciation de la corruption. On a fait le lancement il y a à peine 2 mois. Vous voyez, nous sommes sur ce chantier-là depuis. Alors, président Martin Assoba... Et j'ai demandé déjà au chargé de ce programme, mais je lui ai donné déjà des indications, pour qu'il aille faire des enquêtes sur les gares routières, pour voir comment ça se passe là-bas. Parce que la dernière fois, j'ai écouté une émission sur Radio Tokpa, où il y a des chauffeurs qui se plaignaient, où on dit, quand tu es nouveau chauffeur, tu viens sur une gare routière, qu'il faut que tu viennes donner une dot. Une dot? Une dot! Quoi? La personne veut se marier? Président Martin Assoba, on va finir très, très rapidement. Normalement, juste après vous, je devais recevoir le maire de la commune d'Abomey-Calavi pour nous parler de la mafia foncière. Donc, dans cette commune, au dernier moment, on nous signale donc, que le maire ne peut plus être sur ce plateau. Quelle est votre opinion sur la gestion foncière dans la commune d'Abomey-Calavi? Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Sur les plans des réserves de 3 hectares à certains endroits, mais on a à peine 1 hectare et tout le reste, c'est rempli de bâtiments. Moi, j'ai déjà écrit une lettre qui ira vers le maire demain. Je suis en train de lui demander une audience parce que je suis très intéressé par sa commission mise en place pour aller échanger avec les membres de la commission et leur donner certaines informations. Parce que nos citoyens, nos concitoyens de Calavi viennent tout le temps se plaindre chez nous par rapport à la question de la mafia foncière. Vous comprenez? On en reçoit tout le temps. On a les dossiers. On en reçoit tout le temps. Comme ça, nous allons leur confier ces dossiers-là. Pour qu'ils puissent aller loin. Plus que nous-mêmes. Puisque la commission est là pour ça. Et la commission a un délai de 60 jours. 2 mois. Donc, août, septembre, fin septembre, ils doivent pouvoir déposer leur rapport. Et je dis, tous ceux qui sont trempés dans les dossiers fonciers de Calavi, comme c'est de Calavi qu'il est question pour le moment, mais ils seront tous pris. Et lorsque ils vont sur le terrain et qu'on dit, nous regardons le plan, c'est qu'est prévu 3 hectares ici, et qu'on ne trouve que 1 hectare, mais il faut interpeller tous ceux qui ont leur bâtiment sur la zone réservée, pour qu'ils puissent venir dire ceux qui le leur ont vendu. Et ceux-là,
on les interprète, on va les interpeller pour qu'eux viennent dire, ils n'ont qu'à donner leur titre de propriété. Est-ce qu'ils sont en commun? Est-ce qu'ils sont en train de... Ils ont acheté les terres là ensemble avec l'État? C'est comme en tout temps, quand nous menons la lutte contre les douaniers, je me souviens comme si c'était hier. Mais, écoutez, j'ai rencontré un douanier un jour. On va finir très rapidement. Il dit, mais, monsieur Assogba, vous parlez que nous, on est des ceci, on est des cela, et que nous empochons les fonds publics. Je dis oui. Il dit, mais, quand nous dépassons le quota, l'État nous donne un quota. Et nous dépassons souvent le quota. Je dis, ah bon, quand vous dépassez le quota, le reste doit rentrer dans votre poche parce que vous êtes copropriétaire avec l'État dans le cadre de la douane. Vous voyez des raisonnements comme ça. Très bien. Martin Viutou Assogba, président de l'ONG Alcré, merci de votre passage sur le plateau du grand format et bonne journée à vous. C'est fini? Oui, c'est fini, monsieur le président. Je voudrais envoyer un message à monsieur le maire d'Abomey-Calavi, nouvellement élu. Je lui demande de remuer ciel et terre pour que tout ce qui est patrimoine foncier d'Abomey-Calavi, qui doit recevoir les infrastructures socio-communautaires, qu'il puisse les déterrer tous, les détecter tous, et que ceux qui se sont trempés dans cette mafia-là, qu'on les prenne. Très bien. Message sans doute entendu. Merci à vous, Martin Assogba, président de l'ONG Alcré. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va ouvrir la page magazine du grand format, un magazine qui révèle une situation qui compromet l'avenir de certains enfants dans le département des Collines et interpelle les dirigeants au plus haut niveau du Bénin. De quoi s'agit-il? Vous le saurez juste après ceci. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. 14h06 à Tankossi, c'est un village de la commune de Glazoué dans le département des Collines, Tankossi, où la principale activité de certains hommes et femmes, c'est le concassage de pierres pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, mais chose grave. Vous allez le voir dans un instant, les parents font également travailler leurs enfants sur le site avec toutes les conséquences qui vont avec. Concassage de pierre à implication des enfants dans l'activité. C'est un magazine signé Imet Hélène Amonson. Des bruits secs, forts et rythmés. Ils sont produits par l'écrasement du marteau sur des blocs granitiques. Sous le poids de la masse métallique, les roches sont fragmentées en des pierres de taille plus ou moins petite appelées graviers. Le concassage est ici à Tankossi, un village situé dans le département des Collines, l'activité principale génératrice de revenus. Ici, là, on n'a rien pour faire si ce n'est pas cailloux. ojú ẹ̀rí ara ríro níní ara dúdú ẹ̀kọ́ àdùn ẹ̀ kọ́kọ́ ọba àti àti tó lọ́ọ́lẹ̀ ara ẹ̀kọ́ àdùn ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ àrò ẹ̀ tẹ́tẹ́ tìrò kùmọ̀ tí èsì yìí ó nà àbọ̀bá ẹ̀kọ́ ta sí lójú ẹ̀
Il y a 3 catégories. Une qui est plus grosse et l'autre là c'est petit. Après là ça donne des grains, petits grains. Le petit grain là, 4 bassines de ceci là, ça donne un tonneau, ça fait 1000 francs. Le moyen 1200. La troisième, ce qui est plus petit là, 1400. Selon les calibres, une barrique de gravier est vendue à un prix variable entre 1000 et 2000 francs tout au plus. Des revenus presque insignifiants obtenus au bout d'énormes efforts consentis pour soulever et abaisser le marteau, outil principal de concassage. Pour donc augmenter les dividendes, les parents associent leur progéniture. Dès l'âge de 6 ans, 8 ans ou même moins de 5 ans, les enfants sont obligés de casser des pierres. Au début, le geste répétitif et anodin semble amuser les gamins, mais très vite, le loisir se révèle un travail pénible, épuisant, voire un supplice pour ces derniers. À la maison, après les cours, je casse les cailloux parce qu'on n'a pas de l'argent. Quand je casse les cailloux, je sens comme je suis malade. L'enfant a droit à la protection. Je ne suis pas protégée parce que mes parents donnent le travail des grands à moi. Je n'arrive pas à apprendre mes leçons parce que je casse des cailloux tous les jours et je suis fatiguée les soirs. À partir de CE1, vous avez les enfants qui cassent les pierres. Des enfants drépano qui doivent casser des pierres. Toutes les plaintes que je reçois ici, c'est que les hommes n'interviennent pas dans le ménage. En tant que père de ménage, les frais de dossier, 700. Il faut faire au moins 4 mois. Parfois, il faut même payer à l'avance avant de commencer par réclamer, renvoyer les enfants, mettre une pression. Et c'est la maman qui va te donner 100 francs, 150. Demain, peut-être 300 ou bien 500. Donc, sur des mois, on échelonne ça avant de payer. Mais si c'est la maman seule qui va s'occuper de ses enfants pendant qu'elle a 3 ou 2, 4, vous voyez qu'elle est obligée d'utiliser la main-d'œuvre qui sont ses enfants. Avant de passer au concassage, les bonnes dames, elles, achètent les blocs granitiques chez d'autres hommes. Pour ces derniers, l'activité de prélèvement de ces roches peut être fatale. Mais dans la chaîne des acteurs de concassage, ce sont les enfants qui subissent le plus les répercussions. L'activité empiète sur leur croissance, leur éducation et aussi leur épanouissement. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un homme qui est allé sur les collines en train de tirer une pierre. Mais malheureusement, une pierre a quitté là-haut et l'a terminé. Il en est mort. Les parents m'ont dit, si un enfant ne les aide pas à casser les pierres, ils ne seront pas en mesure de lui payer les cahiers, à mesure de lui donner les petits déjeuners. Je me chine pour donner le savoir aux enfants. Mais vous constatez que le lendemain, quand ils arrivent, ils somnolent. À midi, quand ils quittent l'école, ils doivent casser des pierres avec des blessures aux doigts. Ils reviennent et ça retarde mon avancement dans le programme. À l'avènement de la rupture, il y a eu l'histoire de cantine qui est venue me donner plus de courage. Après la cantine, j'interne les enfants dans les salles de classe. Qu'est-ce que je n'ai pas constaté? Les vieilles dames viennent avec des menaces. Si tu retiens les enfants, demain il faut t'occuper de leur petit déjeuner, demain il faut t'occuper de leur participation à la cantine. Parfois, je cède aux menaces. Et le lendemain de ma poche, je paie. Dans ces efforts pour sauver ces enfants de la déperdition, le redoublement massif affichait de bons taux de réussite aux examens du certificat d'études primaires CEP. Le directeur de l'école primaire de la localité s'est allié avec des personnes de bonne volonté et même des organisations non gouvernementales. Aujourd'hui encore, il sollicite l'appui de tous ainsi que le regard particulier du gouvernement pour éviter l'implication des enfants dans l'exercice de l'activité du concassage. Les résultats depuis 10 ans, ça tourne autour de 80-90%. Si on m'avait laissé le temps, j'aurais toujours fait 100%. Mais les parents ne m'accompagnent pas. Les étudiants qui sont dans le village, je leur ai remis des bâtons de craie avec des documents. Et mercredi, samedi, ils font un relais. Dans mes cris de détresse, j'ai croisé une ONG du nom Miman qui était venue pour donner des cahiers aux enfants. Cette année, elle nous a donné une enveloppe, elle nous a encore donné des cahiers. Il faut remercier aussi le DG Abel. Avec son grand frère, nous ont venus en aide. Vraiment, c'est dans une allégresse que je vous reçois aujourd'hui pour que le monde entier
apprennent ce qui se passe. Le travail des enfants est récurrent encore dans Tankosi. Aidez-nous à bannir ce fléau, que les enfants abandonnent ce métier très difficile parce que les hommes qui cassent les pieds là, vraiment, le soir eux-mêmes sont cassés. À Tankosi, la scolarisation et le maintien à l'école des petits est confronté au problème du travail des pierres. Chaque enfant est un citoyen, un cadre potentiel, donc un futur contributeur au développement du pays. Les conditions de vie des enfants de Tankosi méritent l'attention non seulement du gouvernement, mais aussi celle de tous les acteurs spécialisés dans la défense des droits des enfants. Magazine du grand format qui porte la signature de Imet, Hélène Amoussou, correspondante de Canal 3 Bénin dans le département du Zou et des Collines. Elle est en ligne depuis Boycon pour le complément d'information. Imet, Hélène Amoussou, bonjour. Bonjour Idrissou. Alors dites-nous, depuis combien d'années ce site de concassage est-il ouvert à Glazoué? Il faut dire que dans ce village, tant qu'aussi à Glazoué, le concassage est la principale activité génératrice de revenus. Donc c'est à ça que bon nombre de femmes s'adonnent. Et on nous a fait remarquer que le site existe depuis des années. Le directeur de l'école de la localité nous a confié que le site était là avant que lui ne soit affecté dans la zone et qu'il est en service à Tankosi depuis au moins 10 ans. Donc vous voyez même à quand remonte l'existence de ce site. Très bien. Et comment se fait la commercialisation des pierres concassées? Les graviers issus du concassage des blocs granitiques sont vendus sur mesure. Il y a une bassine avec laquelle ils font le cubage et 8 bassines font un tonneau qui est vendu à 1200 ou 1300. Le grand prix, c'est 2000. D'énormes efforts fournis par parents et enfants pour ensuite avoir des revenus insuffisants. C'est de ça que vivent la plupart des gens du village de Tankosi. Et sur le site, nous voyons les enfants qui travaillent aux côtés de leurs parents. Comment peut-on expliquer cela, Imet? La situation observée est due, selon la plupart des gens que nous avons rencontrés, à la fuite de responsabilité des hommes. La plupart de ceux qui exercent l'activité sur le site sont des femmes avec leurs enfants. Les femmes, elles, nous ont confié qu'elles jouent à la fois le rôle de père et de mère. Et prenant conscience du fait, elles semblent s'y faire. On n'espère pas grand-chose des parents, c'est-à-dire les papas, nourrir, envoyer les enfants à l'école et subvenir aux besoins de la famille revient aux femmes de la localité. Et le programme des cantines scolaires initié par le gouvernement n'a-t-il pas changé les conditions de ces enfants? Il faut dire, Rissou, qu'à cette question, le directeur de l'école publique de Tankosi nous a dit qu'au début du programme, il a eu à faire des rencontres avec les parents pour leur expliquer les conditions de mise en application du projet cantine scolaire. Vous savez qu'il est exigé une souscription de 50 francs par enfant. Mais figurez-vous, les parents ont proféré des invectives au directeur puisque ce dernier a profité de l'occasion de l'exécution de ce programme pour interdire aux enfants d'aller à la maison les midis. Certains géniteurs sont allés jusqu'à le menacer pour laisser les enfants aller travailler. Au cas contraire, ils ne les verraient pas à l'école le lendemain. Le directeur a dit que le programme, il nous a confié que le programme au début a eu un impact positif sur les enfants. Alors, dans le département du Zou, est-ce que vous avez pu rencontrer les responsables des ONG qui défendent la cause des enfants? Je sais qu'il y a je sais que l'une des organisations intervenant dans ce département en matière des droits des enfants est Plan International Bénin. Oui. Nos démarches pour savoir ce que les responsables pensent et font au regard de la situation à Tankosi n'ont pas eu de suite. Le directeur, quant à lui, le directeur de l'EPP, Tankosi, lui, nous a expliqué qu'aucune organisation n'intervient officiellement à Tankosi pour changer la donne. Par le passé, il y a eu une organisation du nom de Miman qui a commencé par venir
en aide aux enfants en apportant des cahiers. Il ne sait pas si le responsable va réitérer son geste encore l'année qui vient. Il nous a aussi dit qu'en 2012, une ministre de la localité a eu vent de la situation et est allée sensibiliser les parents, mais la démarche n'a pas porté ses fruits. Certains cadres de la zone informés sont aussi venus en aide à ces enfants pendant 2 mois, mais depuis, plus rien. Et voilà un peu la situation à Tankossi. Nous sommes là face à la violation des droits des enfants, sinon l'exploitation économique des enfants. Est-ce que les autorités au niveau du département du Zou sont informées de la situation? Mis à part les cadres de la zone et tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si d'autres autorités, c'est-à-dire le ministre des Enseignements maternels et primaires, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, d'autres structures comme CARE et autres ont connaissance de la situation des enfants à Tankossi. Nous savons que Plan intervient dans la zone, et notamment dans la circonscription scolaire dans laquelle se situe l'école, mais ces actions ne couvrent pas encore, par exemple, le PP Tankossi. Le souci majeur aujourd'hui, c'est quoi et comment faire pour corriger le tir dans ce village. Les enfants de Tankossi sont aussi des fils du Bénin. Le phénomène est criard dans cette localité principalement, donc que les autorités centrales prennent leurs responsabilités. Très bien, merci bien à vous, Imet Hélène Amoussou, pour la réalisation de ce magazine. Vous êtes donc la correspondante de Canal 3 Bénin dans le département du Zou et des collines. Passez une très bonne journée. Pareil à vous et bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant observer une pause et derrière, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec mon invité média Louis Tossavi et le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Nous parlerons entre autres de la désignation des nouveaux membres du COS, l'EPI, du nouveau parti d'opposition, les démocrates, dont les responsables étaient cette semaine au ministère donc, de l'Intérieur pour les formalités administratives. Et également ce classement qui dit que le Bénin est le 3e pays africain où l'on vit heureux. Mais avant, voici la revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alossé. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations, téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a 60 ans, le Bénin accédait à la souveraineté internationale et l'événement a été commémoré hier samedi 1er août 2020. 24 heures avant cette célébration, le chef de l'État s'est adressé à la nation comme c'est de coutume. Un traditionnel discours annoncé quelques heures plus tôt par les journaux, paru cette semaine. Discours d'indépendance du chef de l'État s'exclamait en gros titre le journal Matin Libre dans sa livraison de jeudi dernier. Détrompons-nous, ce sera sans surprise.
Et selon mon confrère, Patrice Talon ne parlera pas de son avenir au palais de la Marina, encore moins des dossiers politiques les plus en vue du moment. Le journal L'Autre Quotidien lui nous propose un regard dans le rétroviseur en allant à la rencontre de quelques historiens. Et ces derniers ont retracé la vie de cette ancienne colonie de la France. 60 ans d'indépendance, écrit mon confrère, du Dahomey au Bénin, la construction d'une nation. En politique, Boni Yayi quitte officiellement le parti Foscori pour un Bénin émergent. C'est ce que nous apprennent les journaux cette semaine. Matin Libre publie d'ailleurs l'acte de démission de l'ancien chef d'État du parti, dont il reste jusque-là le président d'honneur. Une démission qui intervient des mois après son poste. Sur sa page Facebook, constate la publication. Un post dans lequel il annonçait qu'il prendrait ses distances avec le parti au logo Cori sur fond vert. Aujourd'hui, il officialise son départ de ce parti qu'il accuse d'être le troisième pied de la rupture, informe les Canards. Et déjà, mes confrères croient savoir la future destination politique de Boni Yayi. Le quotidien matinal l'annonce aux côtés des membres fondateurs du parti Les Démocrates. Un parti qui, en attendant sa sortie officielle, s'est déjà conformé à la réforme du système partisan, renseigne le journal. Et en se conformant à la réforme du système partisan, Boni Yayi et ses partisans emboîtent le pas à la FCBE, conclut le Canard. Selon le journal Le Télégramme, Éric Hundété est le président du parti Les Démocrates, dont l'ancien chef d'État est membre fondateur. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale a été choisi pour présider aux destinées du nouveau-né des partis politiques au Bénin, fait savoir le journal. Et l'homme s'est employé à expliquer dans les colonnes des journaux l'appellation Les Démocrates. Création du parti Les Démocrates, écrit le quotidien Le Meilleur, le président Éric Hundété fixe les objectifs, le but et la mission du nouveau-né. Le journal relève que l'une des ambitions de cette formation politique reste la conquête du pouvoir d'État et la présidentielle de 2021 reste en ligne de mire. Et justement, L'Autre Quotidien fait des projections sur cette échéance électorale et se demande si la pluralité de candidatures sera-t-elle possible. Si l'on s'en tient au souci d'assainir le paysage et les mœurs politiques, ce qui a amené le législateur à n'ouvrir la voie qu'aux candidats dits vraiment sérieux, écrit le journal. Objectivement, seule la mouvance a des garanties sérieuses de présenter des candidatures. Avec la discipline à laquelle ils pourront être appelés, commente la publication, les députés et maires de la mouvance seront peu disposés à n'accorder de parrainage qu'en leur sein. Toujours en politique, le député Marcelin Akhonoukon a parlé cette semaine dans les colonnes du quotidien Fraternité des réformes à l'hémicycle et l'alternance au pouvoir en 2021. Président du groupe parlementaire Union progressiste, l'homme est d'abord revenu sur les 12 premiers mois de la 8e législature du point de vue production législative. Désormais, l'administration parlementaire vit le dynamisme qui lui manquait, a affirmé l'élu du peuple, pour qui l'actuel président du Parlement béninois, Louis Vlavonou, a imprimé à l'institution la discipline apprise au corps paramilitaire de la douane, un corps duquel il est sorti avec un grade de colonel. Il est temps d'en finir avec les pêcheurs en eau trouble à l'Assemblée nationale, a affirmé cet autre ancien de l'administration douanière. Au constat du calme plat observé encore dans les états-majors des partis politiques, à moins d'un an de la prochaine présidentielle, Marcelin Akhonoukon dit que cela s'explique par la réforme du système partisan adoptée par le Parlement. Nous avons mis de l'ordre et là où il y a de l'ordre, il y a du sérieux, a laissé entendre le député pour qui la fonction présidentielle est une fonction assez sérieuse pour qu'on la banalise. Par ailleurs, Marcelin Akhonoukon, qui fait partie de ces hommes politiques qui savent déjà pour qui ils appelleront à voter en 2021, décerne un satisfecit à l'actuel occupant du palais de la Marina. Patrice Talon, a-t-il dit, est en train de nous apprendre à gagner dignement notre vie. Réforme à l'hémicycle et alternance au pouvoir en 2021, commente Fraternité en gros titre dans sa livraison de mardi dernier, les vérités de l'honorable Marcelin Akhonoukon. Dans la suite, cette semaine, un nouveau drame lagunaire qui endeuille les populations du sud Bénin. 4 personnes ont trouvé la mort dans le chavirement d'une pirogue sur les berges du lac Nokoué, le plus grand plan d'eau du Bénin, à Yenawa, dans la commune de Cotonou, informe Fraternité. Selon mon confrère, les corps des victimes ont été repêchés grâce à l'intervention des éléments du groupement national des sapeurs-pompiers aidés des populations. Même si les circonstances du drame n'ont pas été élucidées, le quotidien fait savoir que la pirogue contenait 12 passagers à bord.
Au regard du drame, le quotidien Matin Libre sonne la révolte et estime que des démissions s'imposent. Ce sont des eaux de l'enfer, semble rétorquer le journal Bénin Intelligent, pour lequel les dégâts similaires, aussi bien matériels qu'humains, sont de plus en plus lourds depuis l'année dernière. Pour mémoire, rappelle mon confrère, des accidents fluviaux, notamment à Gouroubéry, dans la commune de Karimaman, avaient fait quelques 40 morts en 2019. Et pourtant, signale Bénin Intelligent, le gouvernement n'a pas manqué de faire du sujet une préoccupation importante. Depuis l'année dernière, note la publication, des conseils et mesures sont imposés pour la sécurité des personnes et des biens dans les eaux intérieures. Il est surtout conseillé d'éviter la surcharge. Les embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes, avertit Fraternité. Toujours dans la suite cette semaine du social avec le gouvernement qui apporte un appui complémentaire aux entreprises affectées par les effets de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Au total, 100 milliards de francs CFA sont encore injectés dans l'économie nationale, affiche en manchette le quotidien La Nation dans sa parution du jeudi dernier. Le même sujet fait le gros titre du quotidien Matinal pour lequel ce nouvel appui du gouvernement est une bouffée d'oxygène pour le secteur agricole et les MPME. Et pour mon confrère, les systèmes financiers décentralisés sont ainsi dopés pour secourir leur clientèle. Insécurité maritime avec le journal Fraternité qui nous renseigne que les marins sud-coréens enlevés au large de la côte béninoise ont recouvré leur liberté. À en croire le journal, leur libération a fait l'objet d'un communiqué du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. La captivité aura duré 1 mois, précise Fraternité qui nous rappelle que les otages étaient à bord du Panofi Frontier, un bateau de pêche quand un groupe armé a attaqué celui-ci. Ils seront ensuite enlevés avec un Ghanéen également relâché. Une nouvelle beaucoup moins gaie avec le décès en fin de semaine dernière de l'ancien ministre Richard Senou. L'information est à la une du quotidien Fraternité dans sa livraison de lundi. Le rétablissement de l'homme à la clinique Lumière et Vie n'a duré qu'un instant, croit savoir le Canard de Ménotin. Admis ensuite au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutougou Magad Cotonou après une rechute, l'homme a finalement tiré sa révérence malgré les premiers soins, constate le journal, qui précise que Richard Senou était âgé de 69 ans. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci à vous, Nassis Salossé, pour ce rappel de l'essentiel des informations traitées par les canards parus cette semaine et qui sont parvenus à la rédaction de Calan 3 à Bénin, ici à Ménotin. Louis Tossavi, bonjour. Bonjour, Idrissou. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Merci d'avoir accepté de faire l'exercice de décryptage avec moi. C'est nous qui vous remercions ce matin. Bienvenue, alors. Merci beaucoup. Le Parlement a désigné ses représentants au sein du COS LEPI qui vont travailler avec les directeurs de l'INSAE et de l'état civil. Les couleurs de la présidentielle s'annoncent déjà. Oui, exactement. Les préparatifs de la présidentielle de 2021 ont déjà commencé et dans l'ordre normal des choses, les députés ont désigné en fin de semaine leurs représentants qui devront siéger au sein du conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Et donc, les députés ont choisi leurs représentants, je crois, au total, ils sont au total de 9. Non, 7 plus les directeurs généraux. Bon, donc, enfin, oui. Voilà. Donc, les députés ont choisi leurs représentants. Et donc, on comprend donc que dans les jours, les semaines à venir, c'est sûr que le nouveau bureau ou les nouveaux membres du COS-LEPI seront installés en vue de préparer ou en vue de commencer les préparatifs de l'élection de 2021, qui est une élection qui sera bien suivie, une élection à grands enjeux politiques, parce qu'on aura à choisir peut-être un autre président ou à reconduire celui qui est là actuellement. Ce qui est sûr, les préparatifs ont déjà commencé et on le constate en dehors du COS-LEPI. On l'a également constaté sur d'autres plans. Et voilà, c'est bien quand même.
Et ces membres vont prêter serment, hein, donc devant oui, la ils vont prêter d'ici- serment d'ici quelques jours devant la Cour constitutionnelle. Et après la prestation de serment, je crois, on aura désigné le président. Le président et les autres membres du bureau qui vont se charger d'actualiser la liste, d'intégrer ceux qui remplissent les critères pour pouvoir voter, et également retirer ceux qui n'existent plus de cette liste. Alors, quand on voit les profils des députés qui ont été désignés, est-ce qu'on peut être rassuré du travail, donc de la qualité du travail qui sera fait? Le COSLEPI a été toujours vu comme je dirais, une machine politique. Et donc, la qualité, je dirais, importe peu. La qualité des députés ou bien du personnage de chaque député désigné importe peu. L'essentiel, c'est que le travail soit fait comme cela se doit. C'est vrai, on a un certain Maman Sani qui est un nouveau visage. On a un certain Florentin Tchao qui est un nouveau visage. On a un autre certain Nathanaël Sokwepe, l'ancien CA de Révier, qui est un nouveau visage. Mais n'empêche, tout cela, je pense qu'ils sont arrivés à l'Assemblée, ils ont pu convaincre leurs électeurs qui les ont envoyés à l'Assemblée nationale. C'est parce que quelque part, ils ont un plus, ils ont quelque chose à faire valoir. Donc on ne va pas douter de leurs compétences, de leur qualité. Et je pense qu'ils ont certainement les qualités requises pour pouvoir siéger au COSLEPI. Et c'est d'ailleurs pour ça que leurs collègues les ont désignés, du moins, ont porté leur choix sur eux. J'espère qu'ils vont faire le travail comme cela se doit, et comme suivant bien sûr la ligne qui a été souvent tracée par leurs prédécesseurs, c'est-à-dire actualiser le fichier électoral comme cela se doit et permettre à la Sénat d'avoir une liste d'électeurs propre, quoi. Donc je ne doute pas de la compétence et de la qualité de ces hommes qui ont été désignés pour siéger au COSLEPI. Maintenant, nous allons attendre de tout cela. On va attendre on va attendre voir celui qui sera désigné président. Comme président. Voilà, donc c'est ça l'autre bataille qui va, en fait, l'autre enjeu qui s'annonce après leur installation qui va intervenir dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Très bien. C'est donc ce conseil qui aura la lourde responsabilité de produire la liste qui va servir pour l'élection présidentielle donc en 2021. Oui, alors que l'opposition n'y est pas représentée, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des contestations avant les élections? L'opposition n'y est pas représentée. Bon, nous allons... Ça pose un problème. L'opposition n'y est pas représentée dans cette, sur la liste de ces députés. Ça pose un problème. Maintenant, on peut pas avoir, il peut pas en avoir d'autres personnes pour ne pas dire. On ne peut pas s'attendre à autre chose quand on sait que le Parlement est constitué de députés issus des deux blocs de la majorité présidentielle. Donc, on ne peut que faire avec. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de député de l'opposition. Est-ce qu'on ne risque pas d'être jugé parti à la fois? Parce qu'il s'agit d'une compétition. Il s'agit d'une compétition et qu'ils vous souviennent que le dernier COSLEPI, c'était pratiquement la même chose. Oui, la même, des députés issus de deux blocs qui sont rattachés au pouvoir en place. C'est vrai. Et on se dira peut-être que bon, ils sont là, ils sont venus pour rendre service au régime, ils vont rendre service ou ils feront ce qu'on leur demandera. Mais c'est à eux, c'est à ces députés-là de démontrer que en réalité, c'est vrai, ils sont de la majorité présidentielle, mais ce qui doit être fait dans les normes doit être fait dans les normes. Donc il faut rassurer pour éviter les procès d'intention. Ils doivent rassurer et ils doivent se comporter comme tels et démontrer aux populations que oui, ils ne sont pas députés que de la majorité présidentielle, ils sont députés du peuple, ils sont députés de tous les Béninois. Voilà. Et pendant ce temps, le parti d'opposition qu'on appelle les démocrates donc se formalise au niveau du ministère de l'Intérieur. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les jours à venir? Oui, dans les jours à venir, ce qui est logique ou ce à quoi on peut s'attendre, c'est que les démocrates puissent peut-être déposer leur candidature pour la présidentielle de l'année prochaine, une présidentielle qui va intervenir dans pratiquement moins de 8 mois, pour ne pas dire dans 8 mois. Et je crois qu'ils sont dans cette logique.
dans cette logique. Et donc, il faut se préparer. Et on parlait tout à l'heure des préparatifs au niveau du COS Lepui. Et donc, je disais que les préparatifs également se faisaient sur d'autres terrains. Et voilà, le terrain, par exemple. L'opposition qui s'organise également. Voilà, l'opposition s'organise. Et je crois qu'ils ont intérêt, ces acteurs de l'opposition ont intérêt à s'organiser pour ne pas qu'à la dernière minute, ils soient surpris, pour ne pas qu'au dernier jour, ils soient être là, à courir du moins, excusez-moi, à courir dans tous les sens. Vous êtes surpris, encore pas le temps, comme ce fut... À chercher les pièces et autres. Je crois qu'ils ont bien fait de commencer dès maintenant et ils vont se formaliser, ils vont faire acte de constitution au ministère de l'Intérieur. Je pense que dans les jours à venir, c'est sûr qu'ils feront une sortie officielle pour se faire connaître. C'est vrai, là on sait déjà que les démocrates existent, on voit au sein de ce parti politique de grandes figures de l'opposition, pour ne pas dire de la scène politique, comme l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Ndété. Qui est d'ailleurs le président donc, du parti. Voilà. Va-t-il porter le flambeau du parti en 2021 ? Bon, c'est la guerre qui vont se rivler entre eux et pour le moment, ce n'est pas encore officiel, mais c'est ce que nous apprenons. Est-ce que Éric Ndété pourra être le porte-flambeau de l'opposition aux prochaines élections, pour ne pas dire à la prochaine élection présidentielle? On attend de voir. Les négociations vont se faire, les négociations se font déjà d'ailleurs, elles vont se poursuivre et on verra si au sein de ce bloc d'opposants, les gens parviendront à s'entendre autour du même objectif et désigner un candidat qui n'aura pas, faire une bonne désignation qui ne suscitera pas de polémique et pour permettre à l'opposition de pouvoir faire une bonne compétition, parce que si l'opposition est divisée, c'est que l'élection... ils sont partis pour échouer. Ils sont partis pour échouer. Donc ils ont intérêt à mieux s'organiser, à s'entendre, à se comprendre pour désigner quelqu'un qui fera l'unanimité au niveau de tous ces acteurs qui ne sont pas des moindres et qui ont jugé bon de se réunir pour la circonstance. Alors pour vous, quelles sont les chances de ce parti pour la présidentielle? Bon, les chances des démocrates, c'est les chances de tout parti politique qui va concourir à l'élection présidentielle. On saurait dire pour le moment que bon, les démocrates, ils ont des chances infimes et ils n'ont pas la chance ou ils sont mal partis. Non. L'élection, la compétition, elle est ouverte à tout le monde. Et donc tout le monde a les mêmes chances. Et en son temps, on verra ce dont est capable chacun sur le terrain. Et chacun saura user de ses forces et de ses moyens pour convaincre les populations, pour convaincre les Béninois. Et c'est les Béninois qui auront la dernière décision finale, la décision finale du moins. C'est eux qui vont décider de celui qui a le profil, de celui qui est capable du moins de prendre les destinées de ce pays pour les 5 prochaines années. La question de parrainage reste entière. Où trouver les parrains? Où faut-il sauter le verrou? Non, ils vont. C'est vrai que la question se pose. La question se pose et là on se dit, c'est à ce niveau du moins qu'on a tendance à dire que les chances de l'opposition sont minimes, mais tout est encore possible. Hein. Le parrainage, rien ne nous dit que les opposants ou les démocrates ne réussiront pas à avoir le parrainage. Ça dépend de la stratégie que chacun met en place pour pouvoir convaincre les autres acteurs de la classe politique nationale. Donc, je pense que ce n'est pas encore un problème, la question du parrainage. Et le moment venu, c'est sûr qu'ils auront les moyens ou ils useront de leur stratégie pour pouvoir trouver le parrainage nécessaire qui va leur permettre de concourir à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Un dernier sujet avec vous très rapidement, Louis Tossavi. Les Béninois vivent de plus en plus heureux. C'est un rapport donc publié cette semaine. Qui nous l'apprend? Oui, c'est un rapport, je crois, du World Happiness Report qui nous dit que le Bénin est le troisième pays en Afrique où on vit, en fait, où il fait bon vivre. Oui. Sinon, on vit le plus heureux. Mais en réalité, c'est... Êtes-vous heureux, vous? Bon, moi, je ne suis pas
Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Toujours est-il qu'on constate que ces genres de classement ou de ces publications ne sont souvent pas ou ne reflètent pas souvent la réalité de ce que nous constatons dans le pays. C'est vrai, ces instituts ou bien ces organisations qui font ces genres d'enquêtes ou qui publient ces genres de classements tiennent compte d'un certain nombre de paramètres. Je pense ici, par exemple, ils ont tenu compte du PIB par habitant, de l'éducation, des institutions politiques et des actions sociales qui sont menées dans le pays. Et donc, l'enquête prend en compte 1000 personnes par pays. Et donc, bon. Peut-être que les 1000 personnes qui ont été prises au Bénin sont heureuses, sans doute. Certainement que ces personnes sont heureuses, mais la réalité n'est pas exactement ce que nous constatons sur le terrain. Louis Tossavi, rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Merci pour ces analyses. Merci beaucoup. Et bon dimanche. Merci pour l'invitation. À très bientôt. À très bientôt. Mesdames et messieurs, avant de descendre, on va suivre d'abord la revue de Babel que nous propose ce dimanche Modeste Nouché. Regardez. Les débats engagés. Attention, les débats engagés. Attention. C'est-à-dire ceux dont nous disposons. Mais si tu es loin de la personne, ce que tu veux, tu ne peux pas en avoir. On dit merde. Aujourd'hui, tout ça est mis dans le passé. Ils ont aimé la méthode. Nous avons abouti à un certain nombre de conclusions. C'est ça qui est grave. S'ils veulent que je sévisse, je vais le faire. Nous lui demandons très humblement. C'est votre affaire. Vous allez en faire ce qu'il sied d'en faire. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes habitués. C'est comme ça. Il faut que les gens comprennent. On est heureux. Il ne fait pas du bruit. Vous avez l'habitude de faire. Je vous jure. Donc on souhaite que tout se déroule comme ça et qu'à la fin nous puissions avoir de très bons résultats. Personne ne rejette le don. En résumé, c'est que le Bénin est en chantier. Bon, quelle est la différence? Ce n'est plus du dilatoire. On est heureux. Ça nous désole. En fait, vous savez, le monde est le monde. Mais ceux-là, ils savent que nous pouvons faire quelque chose. Il n'y a rien de particulier. Ils nous suivent. On sent que quelque chose est en train d'être fait. Ça, c'est une réalité. Aucun. Mais là, il n'y a rien. Beaucoup ont compris. Vous avez compris? Ils ont compris. Nous avions compris. Je suis content. Vous avez vu que ça prend. Vous avez actuellement beaucoup de problèmes. Mais ce qui est grave, ils n'ont pas pu voter pour faire partie du coronavirus. En ce qui me concerne, c'est un peu déplorable, mais on n'a pas le choix. On fait avec. Tu n'es pas proche de quelqu'un, tu ne peux pas demander quelque chose. C'est vrai. Le jour que la fin arrive, j'ai dit maintenant, laissez-moi manger. Et le ventre affamé n'a point d'oreille. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il est fâché contre nous. On ne peut que prendre ça comme ça. Parce que ça ne leur suffit même pas avant de nous donner. Moi, je voudrais mettre l'accent sur ce qui a retenu mon attention. Donc, ne compliquons pas la situation. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous demandons humblement. Qui sommes-nous? Oui, les choses soient claires. Est-ce que tu peux oser? On dit d'obéir. On est surpris de voir les réactions des gens. Hey. On doit respecter. Je pèse mes mots. Laissons ça. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Cela veut dire, qu'est-ce que je vais dire par là? Ils n'ont pas cette force. Le meilleur reste à venir. Il faut se repentir. Ce qu'il est en train de faire, s'il laisse... Comment tu veux lutter avec quelqu'un qui ne t'a pas interdit de prier? Il y a quelques grincements dedans. S'il te frappe, tu ne peux pas le frapper. Il sait ce qu'on fait. Et ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Non. Oui, vous savez, ceux qui n'ont pas d'œil ne vont pas voir. Les sourds sont en train d'entendre. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Les aveugles sont en train de voir. Alors, est-ce que ce n'est pas beau? C'est le mouton de tuer. Ce qui a retenu mon attention, c'est ceci. Il va regarder à gauche là. Je voudrais vous dire sincèrement merci. En fond ou en français? En français. En fond ou en français? En français. En français. En français. C'est ce qu'on vient de faire. Mais c'est dangereux. C'est ce qu'on vient de faire.
respecter certaines règles. C'est ce qu'on vient de faire. D'accord. 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 Éviter se laver la main pour ne pas prendre tout ça. D'accord. Se moucher avec des mouchoirs. D'accord. Tousser et éternuer dans le coude. D'accord. Garder la distance, etc. D'accord. On nous dit. Éviter se laver la main pour ne pas prendre tout ça. On nous dit. Se moucher avec des mouchoirs. On nous dit. Tousser et éternuer dans le coude. On nous dit. Garder la distance, etc. D'accord. C'est ce qu'on vient de faire. 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 D'accord. Éviter se laver la main pour ne pas prendre tout ça. D'accord. Se moucher avec des mouchoirs. D'accord. Tousser et éternuer dans le coude. D'accord. Garder la distance, etc. D'accord. On nous dit. Éviter se laver la main pour ne pas prendre tout ça. On nous dit. Se moucher avec des mouchoirs. On nous dit. Tousser et éternuer dans le coude. On nous dit. Garder la distance, etc. D'accord. C'est ce qu'on vient de faire. 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 D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini, tout le monde descend. C'est justement ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 2 août 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Glazoué. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. www.canal3television.com. C'est l'adresse qui vous permet de revoir l'intégralité de cette émission. C'est le moment de rendre un hommage à l'ensemble de l'équipe de Canal 3 Bénin, l'équipe technique bien entendu de Canal 3 Bénin qui nous a permis d'avoir ce beau décor du grand format. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.